dépouillement fait vivre une autre expérience. Moi, il y a un texte que j'aime beaucoup, un texte sur l'ascèse. L'ascèse, c'est l'art de s'exercer à choisir l'essentiel. Et le texte, c'est Maurice Béjart, l'auteur des Ballets du 20e siècle. Alors, il disait, on pense que la richesse, c'est accumuler les choses. La richesse, c'est de renoncer à tout ce qui n'est pas l'essentiel et de produire le bon geste au bon moment. Il parle pour des danseurs. Hein? Mais je dirais pour un moine ou pour un architecte, c'est la même chose. Hein? C'est de poser le bon geste au bon moment et de faire les bons choix. Et ce n'est pas en rajoutant, c'est souvent en enlevant, qui est la vraie richesse. La beauté est très souvent dans la simplicité et dans l'essentiel. Alors, nous autres, à notre origine, on est fondés, on suit la règle de Saint-Benoît, on est une réforme dans la famille bénédictine, donc 450. Nous, la réforme, c'est 1098. Et quand on fait la réforme, on choisit de revenir à une pratique encore plus simple de la règle. On décide de ne pas avoir aucune représentation dans le monastère. Pas de statue, pas d'image, pas rien. Mais ça, à l'origine, c'est ça. Et l'art roman, ce n'est pas un art pour voir comme l'art gothique, c'est un art pour faire une expérience intérieure. Le gothique, tu sais, tu es écrasé, tu es tout petit, Dieu est immense, puis tu as plein de vitraux, tu as plein de choses à voir. L'art roman, c'est toute l'expérience intérieure. Plus c'est dépouillé, plus on est à l'aise. Le dépouillement puis le silence. Nous, on vit dans le silence. On a choisi de s'en venir ici parce qu'à Oka, on n'entendait plus le silence. Ici, tu sors, puis tu entends le silence. Tu peux vraiment entendre le silence. Le silence intérieur, ça demande quand même... Il faut travailler là-dessus un petit peu. Là. Ça va? Alors, à demain. Merci. Les moines ont décidé, au moment de déménager, de faire appel à plusieurs firmes d'architecture sous la forme d'un concours, il y a de ça 10 ans. Et dans le cadre du concours, ils nous invitaient à venir visiter le site. Il n'y avait bien sûr pas encore de monastère. Et j'ai été tellement charmé. Il y avait une espèce de grande douceur qui émanait du site et bien sûr un très grand calme. Le monastère, c'est une grande maison de bois, ouverte sur la nature. Et la nature, elle est un peu partout. Elle est ici dans l'église, elle est dans le préau. Elle nous est révélée de toutes sortes de façons. Et je pense que cette présence-là du bois et de la lumière est comme créer l'espèce de cocon qui permet, je pense, une grande forme d'apaisement. Pour moi, ce qui est le plus important dans la création d'un espace en architecture, l'espace, il est dédié à la vie. Alors bien sûr, ce monastère, j'ai suivi la règle de Saint-Benoît, qui remonte à près de 1000 ans, qui est l'idée vraiment d'avoir un cloître autour duquel la vie des moines évolue. Alors j'ai repris ces règles-là, donc il y a une aile qui est l'aile spirituelle, bien sûr, celle de l'Église. Il y a l'aile intellectuelle qui est celle de la bibliothèque et il y a l'aile, je dirais plutôt corporelle, celle du réfectoire où on mange. Donc j'ai retravaillé effectivement sur le même schéma qui était celui des monastères qu'on construit depuis près de 1000 ans. C'est l'architecture autour qui est, elle, contemporaine, mais la structure est celle que les moines connaissent depuis toujours. On voit ici plusieurs choses. On voit d'abord à l'étage les murets qui séparent chacune des chambres. Là, si on était en été, on verrait que le toit aussi est végétalisé.
Et ensuite, on voit le grand toit aussi de l'église. On le voit là, qui part et qui traverse l'ensemble du monastère pour réapparaître de l'autre côté. Donc, c'est vraiment le toit le plus haut. On voit bien aussi que la partie haute de l'église est entièrement fenestrée, ce qui permet d'avoir de la lumière naturelle qui arrive. En fait, parce que vous le voyez, on a dû remonter le monastère de 3 mètres. Quand ils ont commencé à creuser, ils ont creusé. Puis l'eau était là à quelques centimètres de surface. Et on ne voulait pas perdre. C'est pour ça que, vous voyez, on a dû faire des murets. On a gardé les arbres quand même d'origine, mais tout le sol a été relevé. Je me rappelle, un des ingénieurs a dit, ben Pierre, là, vous voyez des arbres dans la cour. Il a dit, on coupe tout ça, on rase tout ça, on monte tout, puis on t'en plantera des nouveaux. Il dit, tu ne me connais pas. J'ai dit, non, non, on va trouver une autre façon de garder les arbres. Oh! T'as pas des bonnes bottes pour glisser, toi, là? On va te perdre à un moment donné. Puis il a mal parti sur la ride. J'aime bien, dans mon enfance, quand j'allais chez mon grand-père, puis je voyais ça, l'espace comme ça, quand une journée de lumière, là, ça me fait assez impressionnant. À la limite, bon, il y aurait quelque chose à faire avec ça, on pourrait les mettre dans ça, on va les aligner, on va faire une installation dans le champ, tu sais, avec les lits. On apprend d'ailleurs avec les moines que le temps peut se dilater. Et j'ai compris en parlant avec Père Abbé, en fait, que c'est beaucoup lié à la contemplation. Pour moi, au départ, la contemplation était plus une contemplation de la nature. J'ai compris, en fait, que la contemplation avec les moines est beaucoup plus, c'est l'ouverture à l'autre. Et comme on travaille, les architectes, on fait rarement un projet pour soi, on fait un projet pour des gens, pour une communauté. Donc, d'apprendre à contempler les gens pour qui on aura à faire un projet, c'est important. Et d'une certaine façon aussi apprendre à s'ouvrir. Alors, c'est pourquoi ce projet, pour moi, est si important, là. Je pense que l'idée du dépouillement dont on a parlé avec le Père Abbé, c'est à plusieurs niveaux. Il y a un niveau où on a tendance à rajouter des choses en architecture pour rendre des projets plus construits ou plus finis. Mais c'est aussi des structures ou des idées préconçues qu'on s'impose, des a priori, dont il faut souvent se détacher pour mieux répondre à une contrainte. Ce qui m'a marqué le plus ici, c'est probablement comment l'espace vit selon ce qui se passe à l'extérieur. Selon que la journée à l'extérieur est grise ou qu'elle est ensoleillée ou qu'il fait noir ou qu'il y a la pleine lune, ça illumine littéralement l'espace intérieur, puis ça nous invite à regarder, à contempler l'extérieur. Ou même les espaces intérieurs peuvent carrément s'illuminer avec le lever de soleil. Ce qui me marque le plus ici, c'est le calme déjà, la sérénité du lieu. Mais ce qui était vraiment le plus drôle pour tout le monde, c'était le sous-sol avec la salle de sport ultra moderne en fait. Et puis je pense que c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est la façon de vivre très actuelle, malgré les traditions. C'est vrai que le paysage est tellement présent ici, puis la lumière à l'intérieur des espaces, ça fait partie d'un tout, là.
le paysage est embelli par l'abbaye autant que l'abbaye est embellie par le paysage. Puis aussi, on dirait que le temps est arrêté un peu. Naturellement, on devient plus au rythme des moines, plus lent. Donc, on a plus le temps de contempler ce qu'on ne fait pas nécessairement dans notre quotidien. On voit à quel point l'architecture participe à la contemplation, favorise la contemplation. Alors, on se rend compte que l'architecture a le pouvoir, bien sûr, de nous faire voir l'espace autrement. Elle a aussi, je pense, le pouvoir de nous faire voir le temps autrement, et même les autres autrement.